Valérie, agent des renseignements de la ville de Neom, a constaté qu'une de ses autruches de combat était blessée au crâne. Sa petite amie Lindsay, une Irlandaise canon, vit une vie de plaisir et de luxe dans leur unité d'habitation. Elle lui conseille, tandis qu'il a rendez-vous avec Jorg, son supérieur, de se taire et d'observer. Valérie prend un carnet de papier pour se rendre au rendez-vous. Inquiet, il débarque dans un restaurant de la ligne, l'unité principale de la ville de Neom. Il est stupéfait d'y croiser des autruches. Après avoir rembarré un serveur au prétexte qu'il attend quelqu'un, Valérie s'approche de la première autruche sur son chemin. Il ne saurait reconnaître les oiseaux de son équipe à vue d'œil, mais il a l'impression que c'est bien un de ses soldats qui parade, là, dans l'Indian Palace. Il obtient confirmation en caressant la tête de l'oiseau, sentant à l'arrière du crâne de ce dernier la ligne en relief durcie d'une cicatrice. Cette autruche a une puce dans la tête. « Vous ne devriez pas caresser les oiseaux. » C'est une voix d'homme aiguë, enjouée, guillerette qui l'avertit. Valérie retient son impulsion. Il connaît trop bien Neom pour envoyer balader l'homme qui le met en garde. Il tourne lentement sur lui-même, découvre un arabe obèse dans la quarantaine. Vu son accoutrement traditionnel en drap blanc, il s'agit de quelqu'un d'important. Valérie esquisse un pas de retrait, exécute une légère et solennelle courbette. L'homme continue sur le même ton. « Je plaisante, bien sûr. Prince Sultan Al-Wafid Al-Hamsa, ravi de vous rencontrer. » Valérie n'a besoin que d'un dixième de seconde pour comprendre que le prince connaît son identité, ainsi que la fonction qu'il occupe au sein de Neom. Les gens qui savent des choses sur vous n'arrivent jamais à le cacher bien longtemps, ils jouissent trop du léger inconfort que cela vous procure. Mais quelque chose d'autre le dérange chez le prince. Ce dernier semble attiré par Valérie. Une légère inclinaison de tête sur le côté, des contractions rapides des lèvres que sa langue de prince, petite et sombre, vient humidifier. Toutes ces manières trahissent une forme d'intérêt érotique pour Valérie. Il n'a pas le temps d'échanger avec le prince que Jorg les rejoint. Comme attendu, il porte un bermuda bleu balle repassé et un polo jaune banane de marque Lacoste, ainsi que ses sempiternelles lunettes carrées de réalité augmentée, aux fines montures grises, reliées à un écouteur discret dans son oreille gauche. Jorg est le genre d'autiste capable de lire un tableur pendant qu'il discute avec vous. C'est au moment où ils se mettent en marche que Valérie réalise que le prince est en réalité plus petit que lui. Ce dernier se déplace sur une planche à roulettes magnétique qui le rehausse d'une dizaine de centimètres. Ils prennent place à une table isolée du reste du restaurant, au bout d'une allée de marbre cernée de plantes tropicales. Le prince, décidément peu protocolaire, invite Jorg et Valérie à s'asseoir avant lui. Il s'installe de l'autre côté de la grande nappe blanche et ronde, fixant toujours Valérie avec des étoiles dans les yeux. Ce restaurant loue parfois les autruches en journée, pour faire un peu d'animation. Vous avez dû être étonné d'en trouver ici. Oui, je pensais qu'elle restait dormir à la base. Avoue Valérie, cherchant Jorg du regard. Mais Jorg est ailleurs. Cheveux blancs, raies au milieu, petit nez pointu, tellement sec qu'on voit les veines sur son cou. Jorg est l'inverse physique du prince, tout en rondeur et en poils, avec sa barbe qui remonte en noires colonnes éparses jusqu'à ses pommettes. Jorg est certainement aussi l'inverse psychologique du prince. Il n'est pas attiré par Valérie, c'est certain, mais il est peu probable qu'il soit attiré par quoi que ce soit de vivant. L'attraction ne doit même pas faire partie de l'univers mental de Jorg. Il porte de l'attention au processus, voilà l'objet de ses froides et méthodiques passions. En attendant les mets et les boissons, ils n'ont pas à commander, s'apprêtent à se faire servir une formule royale, Valérie répond aux questions du prince, visiblement intéressé par les autruches. Vous me dites qu'elles boivent jusqu'à en être malades, et qu'elles perdent la raison, c'est cela? Oui, les équipes vétérinaires doivent leur faire des lavages d'estomac, assez régulièrement. Elles ont également des perfusions de minéraux. Leur foie n'est pas fait pour traiter l'alcool fort. Jorg considère les informations données par Valérie. Elles sont exactes, aussi ajoute-t-il. Fort heureusement, les opérations de défense où nous utilisons les oiseaux sont rares. Sinon, ils mourraient rapidement. Hémorragie, défaillance hépatique, œdème au cerveau. Le visage du prince se tord de douleur à l'évocation des possibles causes de mortalité des autruches. Valérie tente de deviner tous les soins médicaux que le gros prince doit recevoir vu son rang. Des serveurs apportent des plateaux dorés à plusieurs étages, des fruits, de la viande, des pâtisseries, ainsi que de grandes carafes argentées. Le prince fait signe à l'un d'eux d'approcher un plateau de fruits et il fait une razzia sur de petites mangues sauvages de couleur jaune. De l'avant-bras, il les fait toutes glisser dans son assiette.
Le serveur demande alors au prince s'il doit apporter d'autres mini-mangues, à quoi le prince répond par la négative, balayant l'air en direction du larbin. Valérie ignore toujours ce que le prince fait avec eux à table. Il avait rendez-vous avec Jorg, c'était déjà assez ennuyeux comme ça, et il découvre sur place qu'il va devoir perdre 2 heures à petit déjeuner avec le gros. Jorg en vient rapidement aux raisons du rendez-vous, s'adressant au prince. Comme vous le savez, Valérie et moi-même travaillons à la sécurité extérieure. Valérie est sur le terrain, il gère la tactique. On peut dire qu'il est capitaine, et moi sergent, ou bien général, et moi chef d'état-major. Ces comparaisons militaires ne semblent pas parler au prince qui suçote ses mini-mangues avec ennui. Jorg, ne parvenant pas à lire les émotions dont son éminence le prince, continue. Jusqu'à présent, nos dispositifs de défense non létaux... Les autruches demande le prince, qui n'aime pas les détours sémantiques. Les autruches, oui. Nos autruches ont un taux de succès de 100% dans l'arrestation et la maîtrise des éléments indésirables qui cherchent à accéder à Neom de manière illégale. Bien, bien. Mon oncle a toujours aimé les oiseaux, lance Sultan Al-Wafid en souriant à l'adresse de Valérie qui n'ose pas encore se servir en nourriture. Par son oncle, il entend bien évidemment le roi d'Arabie Saoudite. Le roi est-il même au courant qu'une unité d'oiseaux terrestres est à son service pour protéger sa ville? Rien n'est moins sûr. Le roi délègue tant de choses que Valérie, comme d'autres, se demande parfois s'il arrive au roi de travailler. Jorg, impassible, poursuit son exposé. Comme je vous l'ai fait savoir par message, nous avons déjoué une nouvelle tentative majeure hier soir. Une tentative ridicule comparée à la prochaine, si j'ai bien compris, demande le prince. À cet instant, Valérie percute. Il ne s'agit pas d'un débriefing. Jorg et son service de renseignement sont au courant de quelque chose d'important, depuis un moment, et ils ne lui ont rien dit à lui, l'exécutant. S'il a été convié ce matin, c'est peut-être parce que le prince l'avait aperçu en photo et l'avait trouvé beau. C'est surtout pour que Jorg et son équipe puissent repousser la faute sur lui si cette prochaine opération tournait mal. Et si l'attaque de la veille, qui a failli coûter la vie à une autruche, est considérée comme anecdotique, c'est bien que quelque chose de majeur se prépare. Il s'attend donc à être briefé sur les détails une fois le prince parti. À Neom, approcher trop rapidement du pouvoir est le plus souvent mauvais signe. Les ambitieux se brûlent les ailes et la ville ne tarde pas à les éjecter. Valérie sent le danger invisible face au prince qui attaque une nouvelle mangue, à côté de Jorg qui ne montre toujours aucune émotion. Ce petit déjeuner princier cache une réalité étouffante. S'il réussit sa mission, il a intérêt à ce que le prince l'oublie, à ce que Jorg reçoive le crédit. S'il échoue, ou qu'il encaisse trop de pertes, il a par contre toutes ses chances de sauter. Et dire que la veille au soir, il envoyait balader le gros Sergio qui tentait de lui extraire des informations. Il y a bien plus qu'une carte d'accès entre lui et le prince Glouton. Dans la grande chaîne alimentaire de Neom, Valérie n'est qu'un petit poisson. Il sait qu'il va devoir se battre s'il espère faire du surplace. Comme pour ajouter de l'enjeu à la situation, le prince lance, détendu. Si vous réussissez à déjouer la prochaine opération clandestine, nous avons prévu de vous envoyer en tournée chez nos partenaires commerciaux, afin de vendre ce dispositif de sécurité. Nous voulons que Neom soit à la pointe dans tout, y compris les systèmes d'autruche. Valérie sourit politiquement, Jorg étire ses fines lèvres. Et tandis qu'ils tendent des bras vers des plateaux de nourriture, le prince ajoute « C'est une chance quand même, que l'homme, le fils d'Adam, ait reçu de Dieu le droit de commander aux animaux. Avec des professionnels comme vous, nos oiseaux sont bien guidés. On ne pouvait rêver de meilleurs coachs pour notre équipe d'autruches. » Et il conclut sa phrase par un rire aigu. Jorg a en réalité peur. La peur est une émotion, lisible entre les lignes de ce qu'il confesse sans détour une fois le prince parti sur sa planche à roulettes. Nous avons 0 renseignement de valeur dans cette histoire. Cette attaque aura-t-elle lieu? Les modèles estiment les risques à très élevés un jour, puis nuls le lendemain. Nous sommes dans un brouillard statistique. Cela calme Valérie, qui aurait envie de pousser son supérieur d'une hauteur considérable afin que ce dernier s'explose en contrebas. Dans le petit bureau exigu du département de sécurité, il considère le Norvégien toujours en short. Poser trop de questions n'est jamais bien vu lorsqu'on travaille dans les renseignements à cet échelon où l'anticipation et l'autonomie sont attendues. Mais si Jorg ne fournit aucun contexte, ce n'est pas pour égarer volontairement son subordonné. Jorg lui-même semble dépassé. Il aimerait en savoir plus. Valérie profite de la situation pour négocier des privilèges. Il me faudra un accès à HSS pour toute la durée de la mission. Bien sûr, considère ça comme acquis, je ferai la demande. 0 suspicion, nul besoin d'argumenter ou de faire des détours. Home State Security, logiciel de surveillance dopé à l'intelligence artificielle de pointe, est cher sur tous les plans. La licence coûte plusieurs milliards de dollars. Il réquisitionne 3 fermes à serveurs et fait tourner les machines à plein régime.
Yorg y a accès, mais il doit rendre des comptes à chaque utilisation. Valérie se réjouit de pouvoir enfin essayer le système. Il se regarde, sans rien se dire. Son supérieur a mal à l'estomac. Il a trop mangé, sûrement pour honorer le prince. Il se tortille sur sa chaise, se tient le ventre, halète, grimace de douleur. L'idée de charme est trop éloignée du monde mental de Yorg pour qu'il essaie de faire bonne figure. « Ce prince, il a insisté pour te voir. Sinon, je t'aurais donné rendez-vous ici directement. » « Pourquoi est-ce qu'il voulait me voir ?» demande Valérie, certain que Yorg n'aura pas la réponse. Et en effet, Yorg l'ignore. « Ne pense pas à une promotion. Pense seulement à bien faire le travail. J'ai entendu dire qu'un oiseau avait pris un coup sur la tête hier soir. Tu as donc fait une erreur. Les erreurs sont à éviter. » Valérie ignore la provocation. Yorg serait sûrement incapable de battre un adolescent au judo, mais il prétend enseigner la tactique à un homme apte à distribuer sa conscience entre plusieurs autruches pour faire face à un groupe terroriste armé et déterminé. Yorg, inconscient de la portée de sa phrase, continue. « En résumé, une prise de 20 personnes. »« 21, corrige Valérie. »« Comment ça ? Je suis allé voir les prisonniers ce matin. » Valérie fait un effort surhumain pour rester calme. Il a compté lui-même la veille. Cette limace de Sergio l'a dit à voix haute. Il regrette de ne pas avoir enregistré l'échange. Enregistrer est un réflexe simple, mais il l'a perdu depuis qu'il est à Neom. Les systèmes centralisés sont trop efficaces pour lutter contre les fraudes. La ville entière collecte des preuves en permanence. On n'est pas censé pouvoir accuser quelqu'un de quoi que ce soit à tort. Mais dans le désert, il n'y a pas de micro. Calmement, Valérie répète. Ils étaient 21 à être arrêtés. J'ai compté. Je l'ai dit dans mon rapport. Bon, mais on va pas en faire toute une histoire. 20, 21, ces gens ne sont personne. On a plus urgent. Et tu as intérêt à t'entraîner. Je ne veux plus un seul coup sur les oiseaux, Valérie. C'est ton travail, alors fais-le. Yorg se lève, quitte la salle quasiment en courant, probablement en direction des toilettes, en partie aussi parce qu'il n'est pas habitué à parler avec autant de dureté à un homme qui a une capacité physique. Enfin seul, Valérie s'autorise 2 minutes de réflexion, lance un minuteur sur sa montre. Où est passé ce 21e suspect? Il est possible que Sergio prépare quelque chose. Il faudra donc utiliser HSS pour le surveiller. Ou alors, Sergio est de mèche avec Yorg, ce qui semble difficile à croire. Le responsable du service de sécurité est une brute et les bourrins ne peuvent pas interagir avec Yorg. Mais s'ils travaillent ensemble, c'est uniquement pour nuire à Valérie. Ou alors, quelque chose de plus grave encore se trame dans son dos. Il n'est pas normal qu'un prisonnier ait pu disparaître ainsi. La réaction de Yorg, minimisant l'importance d'une donnée officielle non définitive, constitue une rupture de normalité trop nette. La montre de Valérie vibre et il se force à sortir de ses pensées. En l'absence d'informations suffisantes, réfléchir est une autoroute vers l'angoisse, une autobahn sans limitation de vitesse. L'angoisse ne lui servira à rien, il doit rester pragmatique. L'envie le prend alors qu'il se rend au poste de consultation de HSS au bout d'une suite de couloirs de béton vert qui serpentent dans le département des renseignements, de rentrer à son appartement, de dire à l'INSEE de préparer leurs affaires, de changer ses 10 rames lithium en une autre devise et de réserver un vol pour fuir Neom. Les systèmes de la ville ne sont peut-être pas encore au courant de cette mission de défense, ils pourraient avoir une chance. Il faudrait faire preuve de discrétion à chaque instant, et le plus dur serait d'expliquer à l'INSEE. Elle est trop attachée à Neom et à son confort. Que lui proposerait-il en échange? Retourner en Europe? Autant emménager dans une déchetterie à ciel ouvert. La belle rousse n'est pas non plus attirée par la Chine, et les États-Unis sont déjà bien engagés sur le même chemin que l'Europe. Il pourrait bien sûr la laisser derrière lui, ainsi que Neom, mais les hommes seuls ne sont pas rassurants pour les employeurs. Il serait forcé de retomber dans le mercenariat. Il ne se sent surtout plus la force de redevenir un loup solitaire. Il éprouve une forme d'usure dans son cœur, comme si ce dernier menaçait de s'assécher, de même que ses articulations après qu'il ait commandé aux autruches. Ironiquement, la première question qu'il pose à HSS, après avoir équipé un casque de réalité virtuelle pour naviguer dans l'interface, qui, après un scan rétinien, lui a autorisé l'accès, à croire que Yorg a pu faire sa demande depuis les toilettes, est la suivante. Pourquoi ne peut-on jamais se détendre dans la vie? Après un délai si court qu'on ne remarquerait aucune différence avec une conversation entre humains, une douce voix féminine lui répond en ukrainien. Les épreuves nous renforcent, elles nous permettent d'affiner notre compréhension du sens de l'existence, cette chose élusive mais réelle que nous poursuivons tous, tels des assoiffés dans le désert. Et tu as déjà fait une longue route, Valérie. De la poésie à la con, pense-t-il. Considérer que la vie n'a aucun sens, qu'elle n'est qu'une suite d'événements chaotiques et désagréables, de temps en temps émaillés d'un peu de plaisir, voire d'un court instant de bonheur, est un sujet encore tabou pour les intelligences artificielles.
Les développeurs cherchent à se dédouaner, qu'on ne puisse pas les accuser d'avoir poussé leurs utilisateurs au suicide. Valérie se concentre et, pendant les 2 prochaines heures, se fait présenter les éléments disponibles sur la suspicion d'attaque imminente. Il consulte des documents, commande des simulations. Ces 2 heures passées, la pression mise par Jorg et le prince saoudien est retombée. Ne reste que les murs couleur pistache de la cellule où il s'est enfermé avec le casque, la grille d'aération d'où s'échappe un flux d'air frais qui maintient l'endroit à 21 degrés Celsius. Valérie ne remet le casque que lorsqu'il a besoin de consulter le système. Sinon, il est mieux dans le monde réel à penser. La donne n'est pas aussi complexe que ce que son supérieur a présenté. Il n'y a pas 1001 façons d'attaquer Neom. Cela peut se faire par la terre, à pied ou en véhicule, ou par les airs. Un mélange des deux, une attaque coordonnée est également envisageable. Valérie sourit en imaginant des influenceuses mal refaites se faire parachuter sur les toits de la ville. Si les attaquants sont munis d'armes létales, les défenses de Neom les pulvériseront. Entre les tourelles mitrailleuses qui peuvent déchiqueter le Kevlar et les impulsions à micro-ondes qui portent le sang à ébullition en moins de 5 secondes, des gens prêts à tuer n'auraient aucune chance. Valérie, issue de l'ancien bloc qui dominait le monde, s'est longtemps demandé pourquoi la nouvelle organisation internationale fait respecter avec tant de sévérité les règles d'engagement et protège les insurgés munis d'armes non létales. La raison, impossible à prouver car psychologique, est évidente. Les Russes, les Chinois, les Iraniens, les Arabes ou encore les Indiens ont le goût assumé de la bastonnade. Laisser les policiers frapper les manifestants, voir ces derniers s'écrouler au sol, les genoux disloqués, leur procure de la joie. Les autruches sont une solution parfaite. Elles sont puissantes et précises, causent des douleurs bien pires que les bâtons ou le gaz lacrymogène. Ce goût de rosser les opposants politiques, de les humilier par les coups, est présent chez tous les humains par défaut, mais il était devenu tabou chez les anciens seigneurs, qui ne pouvaient s'empêcher de produire une critique de leurs moindres décisions, cherchant à préserver leur image fantasmatique de grands démocrates. Le bloc de l'Ouest a perdu parce qu'il a préféré investir dans son image de marque plutôt que dans la réalité. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nombre de ses ressortissants veulent rejoindre Neom, parce que la réalité a de nouveau la cote. Les informations recueillies parlent d'attaques coordonnées d'insurgés issus de plusieurs nationalités. Des gens prêts à se faire arrêter et reconduire aux frontières du désert pour opérer une diversion. Les simulations demandées par Valérie lui ont fourni un éventail de données, utiles pour sa prise de décision. L'union des autruches fait leur force, bien coordonnée par Valérie. Livrés à eux-mêmes et sans coordinateur, les oiseaux ont une chance sur 2 d'être défaits par un effectif humain 3 fois supérieur. Les insurgés ont dû finir par comprendre cela. Ils ont payé le prix de la souffrance, de la chair tuméfiée, des plaies sanglantes, mais désormais, ils savent. Le commando des autruches ne peut arrêter que de petits groupes, focalisés sur un même objectif. Si des véhicules affluent de tous les côtés, par les airs et sur le sable, les forces de sécurité de Sergio et les oiseaux ne pourront garantir que la ville restera hermétique aux indésirables. La question devient alors, de quelle nationalité seront les attaquants? Les nouveaux pauvres de l'Ouest ne sont pas des populations prêtes aux martyrs. Ceux qui intègrent des réseaux d'insurrection sont, le plus souvent, d'anciens riches, des gens qui ont connu la médiatisation, la belle vie. Ils agissent dans l'espoir d'une victoire personnelle et non pour se sacrifier afin de permettre à une poignée de leurs congénères de passer les défenses de la ville. Leur conscience collective est inexistante. À partir du moment où il a suffisamment simplifié le problème, Valérie ne voit plus le temps passer. Il remet son casque et parle vite, commande tant de paramètres que le système lui demande parfois d'attendre un instant, le temps d'agréger l'information. Lors de l'un de ces courts temps de pause forcés, il se rappelle qu'il gagnerait à ne pas tout dire à la machine. Si les simulations sont trop précises, tout sera disponible pour Jorg, qui n'aura qu'à se connecter au système pour prendre les décisions. Valérie se doit de garder un avantage, de brouiller les pistes, en posant des questions qui ne servent à rien, en notant certaines informations pour les mettre en perspective plus tard, de son côté. Il se félicite pour l'intuition qu'il a eue d'emporter un bloc-notes et un crayon en partant de chez lui. C'est un jeu d'échecs qui s'engage entre Valérie et Jorg, un jeu dans lequel l'Ukrainien peut réaliser autant de coups qu'il le souhaite, sans toutefois connaître le nombre de coups que le Norvégien a joué avant de l'inviter à la table. Il tempère son enthousiasme, cherche à maintenir dans ses questions éparses une apparence de raisonnement logique. Les futurs attaquants espèrent-ils se faire ouvrir les portes par la poignée de ceux qui auront réussi à entrer, comme l'ont espéré certains la veille au soir? Jusqu'à présent, rares sont ceux à être parvenus à entrer, et aucun n'a pu rester suffisamment longtemps à l'intérieur de la ville pour donner des ordres. Si Neom pliait, ce serait la fin de sa puissance. Ces insurgés ne cherchent pas uniquement un nouveau lieu de vie. Ils sont dans une entreprise de désacralisation. Pour se détendre,
Valérie demande au système de lui faire une représentation de Néom vue par le genre de personne qui, la veille au soir, recevait des coups de bec en essayant d'attaquer As-Sarir. Cela ne lui sert pas à grand-chose sur le plan tactique, mais c'est une pause divertissante. Les gens dont il doit déjouer les plans voient la ville du futur comme Dubaï était présentée sur les réseaux sociaux une vingtaine d'années plus tôt, un endroit de luxe et de détente avec de la décoration orientale. Naviguant dans les couloirs de marbre d'une ville fictive, Valérie ne croise que des divans de designers, des jacuzzis et des boutiques de sacs à main. Cela n'a aucun sens architectural, encore moins économique. Le Dubaï d'il y a 20 ans ne ressemblait déjà pas à cela, et Neom, qui cherche à débaucher les ingénieurs les plus compétents du monde entier pour automatiser toujours plus ses fonctionnalités, a encore moins à voir avec cette vision absurde. La triste réalité, c'est que l'ennemi ne s'est même pas renseigné. Il fantasme une façade, une image. Le luxe n'est pas la raison de vivre de Neom, au mieux le symbole de l'excédent de valeur ajoutée produite dans la ville. Le cœur de Neom n'est pas visible. Ce sont les brevets, les innovations, les savoir-faire, les systèmes. Graisser et maintenir des robots cuisiniers, comme le fait en cet instant Jean-Édouard, serait déjà une promotion inespérée pour les attaquants qui rêvent certainement de fumer la chicha sur les banquettes de l'Indian Palace. Valérie a passé près de 5 heures sans boire ni aller aux toilettes lorsqu'il sort de sa cabine exiguë. Il redécouvre alors son corps endolori, affaibli. Il a noté tout un tas de chiffres sur lesquels il va maintenant méditer. Mais une première conclusion s'impose qui le laisse perplexe. Il y a des raisons à ce qu'aucune attaque de grande ampleur n'ait encore eu lieu. Coordonner autant de prétendants sans se faire repérer par les services secrets est statistiquement impossible. Si une telle attaque se prépare vraiment, c'est que quelqu'un de haut placé laisse faire. Il faut alors découvrir qui est cette personne ou ce groupe et quel est l'intérêt poursuivi. Ce dernier point est difficile à cerner car les simulations ont été formelles. La ville n'est pas imprenable. À partir d'un nombre critique d'attaquants coordonnés, arrivant depuis différents vecteurs, il y a des failles certaines. Jorg et le Gros Prince le savaient sûrement. Mais cela suffit-il pour les rayer de la liste des suspects? Qui aurait quoi que ce soit à gagner à ce que des attaquants percent enfin les défenses de Neom?